Bonsoir. Et si ce soir, vous étiez président de la République? C'est ce que je vous propose d'imaginer pendant un peu plus d'une demi-heure, d'imaginer que vous êtes à la tête d'une cellule de crise, comme on dit en France, ou d'une situation room, comme on dit aux États-Unis, un lieu, une pièce où les présidents de la République prennent des décisions stratégiques. Mais ce soir, c'est vous qui allez prendre cette décision. Par exemple, le Mistral, ce fameux navire, est-ce qu'il faut ou non le livrer aux Russes? Pour vous aider à répondre, j'ai réuni ce soir des diplomates, des militaires, des conseillers politiques qui ont déjà participé à ce genre de cellule de crise. Ils vont vous aider à répondre. Vous pouvez poser des questions aussi via le hashtag vous président. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous installer. Mais n'oubliez pas, dans 40 minutes, c'est vous qui prendrez la décision. Bonsoir. Faut-il les livrer, ces navires Mistral? Poutine les réclame. Un contrat a été signé en 2011, le 25 janvier. Un contrat pour 2 navires avec une option pour 2 autres. Un contrat qui représente quand même beaucoup d'argent, 1,2 milliard d'euros, et puis aussi beaucoup d'emplois induits, notamment du côté de Saint-Nazaire. L'un d'entre eux a déjà été baptisé, il s'appelle le Vladivostok. Il a même été baptisé par un pop qu'on a fait venir de Moscou. Regardez, alors évidemment, les caméras n'étaient pas nombreuses ce jour-là, mais tout est déjà sur les rails. Le problème, c'est que la décision est suspendue. Pour prendre la décision ce soir, puisque vous allez la prendre, eh bien, on a réuni une cellule de crise sur iTélé. Jean-Marc de la Sablière, bonsoir. Vous êtes le Sherpa, le conseiller diplomatique, comme on dit, et vous avez été le conseiller direct de Jacques Chirac pendant plusieurs années. À ma gauche, de l'autre côté de la table, Christian Quesnot, vous avez été chef d'état-major particulier du président de la République à l'époque de François Mitterrand, et vous allez nous aider et aussi de Chirac, pardon. Vous allez nous aider à trancher ces questions militaires. À vos côtés, Jean-Luc Manot, conseiller politique ce soir, et puis Ronnie Broman qui nous rappellera aussi que la politique, c'est pas que de la réelle politique, qu'il y a des principes, des conséquences. Vous avez été patron de MSF, les logiques de guerre, vous savez ce que c'est. Mais d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, eh bien, on va s'intéresser à ce Mistral. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comme dirait mon collègue Chevalet, regardez. Un Mistral est un BPC, un bâtiment de projection et de commandement. Longueur, 199 mètres. Largeur 32, poids 20 000 tonnes. Il n'est pas destiné à combattre d'autres navires, mais plutôt à diriger et coordonner des opérations aéronavales, des opérations de projection rapide. Il a été conçu pour accueillir des états-majors interarmés dans les mêmes conditions qu'un poste de commandement à terre. Pour assurer sa mission de projection, le Mistral peut emporter 16 hélicoptères, 50 véhicules blindés et 13 chars d'assaut. Le bâtiment a la capacité de loger 450 soldats, voire 700 pour des opérations plus courtes. Les soldats peuvent se projeter rapidement sur des théâtres d'opération grâce aux 4 barges de débarquement. À son bord également, un hôpital avec 2 salles d'opération, un scanner et 69 lits médicalisés. Les marins l'appellent entre eux le couteau suisse. Joli couteau suisse, un peu cher aussi. Pour commencer, parole aux militaires. En général, pourquoi est-ce qu'ils le veulent, ce bateau, les Russes? Ils le veulent parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de bateau de ce type. Les Américains en ont, plus gros que les nôtres, bien entendu, mais c'est toujours un effet d'échelle. Et jusqu'ici, les Russes ne possédaient pas ce genre de navire. Et beaucoup de discussions ont eu lieu au sein de l'état-major russe et dans l'industrie russe. Est-ce que nous sommes capables de produire ex nihilo ce genre de bâtiment? Alors globalement, et à quoi il sert? Il sert, alors c'est un bâtiment, comme on a dit, un BPC, bâtiment de projection et de commandement. La projection, ça permet de débarquer, je dirais, n'importe où, des troupes, puisque vous avez des systèmes qui permettent de dérouler à bord, avec les chalands de débarquement, qui permettent de dérouler des tapis de sol sur lesquels les chars, les véhicules peuvent rouler, quelle que soit la nature du sol initialement. Donc c'est un bateau de réaction rapide. C'est un bateau de réaction rapide où, par exemple, moi j'étais à bord en 2006 quand les Français ont évacué du Liban au moment de la guerre entre le Hezbollah et Israël. Et il y a 4000 personnes qui ont été évacuées. Et donc, il est modulaire à l'intérieur. On peut y mettre des états-majors, on peut développer encore plus de salles d'opération. C'est techniquement une belle réalisation. Néanmoins... Non, mais ça d'accord, mais pourquoi les Russes veulent ce bateau-là et pas un autre? On va voir une carte de l'ensemble de leur marine.
elle est gigantesque, leur marine. Elle est répartie sur 11 fuseaux horaires. Pourquoi ils ont absolument besoin de ces 2 bateaux? Ça ne va pas changer la face de la marine russe. Ça ne va pas changer la marine russe, mais ça va faciliter le commandement des opérations, par exemple en mer Noire ou ailleurs. En mer Noire, donc le lieu dont on parle en ce moment, le lieu de crise, on le voit sur cette carte. C'est-à-dire que ce que vous me dites, c'est qu'on va leur donner un bateau que potentiellement on peut voir arriver à Sébastopol dans les semaines qui suivent, face à l'Ukraine, dans les bonnes mines, là, quand même. À partir du moment où il est vendu et il appartient aux Russes, les Russes peuvent en faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, le chef d'état-major russe avait dit qu'il aurait eu besoin de ce genre de bateau au moment où ils sont arrivés en Géorgie, où ils ont débarqué en Géorgie. Ils ont mis, soi-disant, 96 heures. Ils auraient pu le faire plus tôt. Donc c'est pas pour faire joli qu'ils le veulent, c'est pour s'en servir. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est pas pour mettre dans une vitrine. Monsieur le diplomate, imaginons que ce Mistral parte de Saint-Nazaire, aille à Sébastopol en Crimée. On a l'air de quoi? Écoutez, moi, il me semble, sauf si le général Queneau me contredisait sur ce point, c'est que ça ne modifie pas, c'est pas un navire qui modifie en quoi que ce soit l'équilibre stratégique. Hein. Donc, mais ça leur permet de mettre le bazar à plein d'endroits de la planète. Oui, c'est un navire qui leur est certainement utile, mais il a été dit à l'époque qu'au moment où le contrat a été conclu, que ça n'avait pas d'effet, en tous les cas, que ça ne modifiait pas l'équilibre stratégique. Bon, je comprends qu'il n'est pas armé actuellement. S'il était livré, ça c'est un autre problème. Mais ce qui est important, c'est que s'il apparaissait dans le paysage, effectivement, ça pourrait choquer. Mais ce qui est important, a raison quand même. Non, mais ce qui est important, c'est de savoir si ça aurait une utilité quelconque, si vous voulez, dans la gestion de la crise actuelle, ce que je ne crois pas. Hein. Vous pensez que ça ne changera rien sur l'Ukraine? Je ne pense pas. C'est pas un bateau stratégique. C'est pas comme un porte-avions. C'est pas comme des sous-marins nucléaires d'attaque, etc. C'est un bateau qui est techniquement pas mal, mais ça changera pas les choses. Que dit notre conseiller politique? Non, mais d'ailleurs. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais j'essaie de m'informer. Et on se demande pourquoi les Russes sont si attachés à obtenir ce bateau, puisqu'ici, on nous dit qu'en gros, ça ne va pas leur servir à grand-chose, et qu'eux-mêmes sont extrêmement sévères avec ce bateau. Je regardais ce qui est écrit dans les Izvestia, juste là. Il n'a rien de bien compliqué dans le Mistral, c'est une barge avec un moteur et un pont pour les hélicoptères et les chars. Le Mistral dit une source haut placée dans l'escadre de la Baltique. Le Mistral est un navire construit selon les normes civiles, c'est un banal ferry pour le transport d'automobiles. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des luttes à l'intérieur de l'état-major sur le fait beaucoup de difficultés des bateaux à l'étranger. Du point de vue stratégique. Ouais. Ou alors il y en a qui mentent. Pourquoi est-ce que ça inquiète autant les pays baltes, où il y a beaucoup de minorités russophones? Les Estoniens, les Lituaniens, même les Japonais disent avec le Mistral, les Russes vont remettre la pression sur les îles Kouril. Ça inquiète tout le monde. On est en train d'imaginer de donner un bateau qui fait peur à tout le monde. C'est moi qui vous pose la question. Je pense que c'est symboliquement que c'est quelque chose qui, sans doute, les gêne. Le fait, c'est un premier gros contrat qui a été conclu, je veux dire, avec la Russie. Donc, c'est quelque chose qui a suscité des réactions, même au moment où il a été signé. Il faut voir que l'époque où ça a été signé, c'était l'époque où Medvedev était président, où il y avait une idée dont on pourra d'ailleurs discuter, qui est celle du grand partenariat avec la Russie. Et donc, c'est pas seulement, je dirais, il faut aller au-delà, pas seulement dire c'est pas seulement, parce que lorsque la France construit et vend un navire, c'est important, pas seulement en termes d'emploi, ce qui déjà est très important, c'est important pour notre industrie d'armement et pour notre indépendance. Et donc il faut voir qu'il y a quand même des intérêts qui sont de défense nationale française qui sont importants. On a bien fait de signer le contrat.
Ça, vous ne remettez pas en cause. Oui, de toute façon, le contrat a été signé. Donc oui, mais on a bien fait de le signer ou on n'aurait pas dû? Non, on a bien fait. Non, oui, je pense. Oui, bon, non, mais ça, c'est déjà une chose. Ce bateau, évidemment, ça a créé énormément d'emplois à Saint-Nazaire. Ça a considérablement relancé les chantiers navals. Jean-Luc, d'après vous, politiquement, comment les Français comprennent cette crise? Est-ce qu'ils se disent que il ne faut pas se tordre les méninges pour rien et que ça fait des emplois et que c'est très bien? Ou est-ce que toutes les considérations D'abord, si on regarde les éléments chiffrés dont on dispose, les Français, comment ils comprennent rien. C'est un dossier qui leur paraît extrêmement compliqué et extrêmement lointain. Et il y a toujours, dans les réactions, cette espèce d'affrontement dans l'opinion entre des pragmatiques qui vont dire l'emploi d'abord, l'industrie française, le danger que ça peut représenter, et puis des idéalistes, des moralistes, on va dire, même si c'est des catégories qui sont mouvantes, naturellement, et qu'on peut imaginer qu'on peut trouver, heureusement, l'un et l'autre dans toutes les catégories, disent non. Il y a un événement nouveau qui s'est produit, c'est qu'on a dealé avec un pays qui était un pays en paix, et qu'on va livrer cet armement à un pays belligérant. De facto belligérant. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça inquiète? Oui, ça inquiète tout le monde. Quand vous donnez à un pays qui a décidé d'être agressif, vous lui donnez des éléments d'armement, il y a évidemment un débat contradictoire qui s'engage. Et il est trop tôt aujourd'hui dans l'opinion pour savoir comment elle va basculer. Si elle va basculer du côté de la protection de l'emploi, des intérêts immédiats de la France sur le plan économique, ou si elle va avoir une position, comme ce pays-là de temps en temps, plus morale, plus universelle. En tout cas, c'est tous ces éléments-là qui ont conduit François Hollande à suspendre la livraison. Regardez, depuis, ça n'a pas bougé, on botte en touche, depuis maintenant quasiment 2 mois. Il n'était pas possible de livrer ce bâtiment, alors même qu'il y avait la preuve que des militaires russes pouvaient être engagés en Ukraine et qu'à tout le moins, un soutien était apporté aux séparatistes. Cette question du Mistral n'a pas été posée du tout ici. Je prendrai ma décision en dehors de toute pression, d'où qu'elle vienne, et en fonction de 2 critères. Les intérêts de la France et l'appréciation que j'ai de la situation. Je vous ai dit, pression d'aucune sorte. Pas de pression du temps non plus. Il y a des règles liées au contrat, et pour l'instant, nous sommes dans les règles. En gros, on a décidé de faire de ce Mistral une arme diplomatique aussi pour faire plier Poutine, c'est qu'il arrête de mettre de l'huile sur le feu en Ukraine. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait bouger Poutine? Je l'ai rencontré une fois, ça m'a pas l'air d'être un type très influençable quand même. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à Poutine? Et pourquoi est-ce qu'on a fait de ce navire une arme on l'a mis dans le paquet, si je puis dire, des sanctions? C'est une question que l'on peut vraiment se poser. Il ne fallait pas le faire? Non, je pense qu'il ne fallait pas le faire. Et pas relier les deux. Non, séparer l'Union. Les sanctions. Oui, absolument. Je pense qu'il y avait un contrat qui était un contrat d'armement qui avait été conclu, et comme on en reparlera, comme l'a dit Laurent Fabius une fois, les contrats signés et honorés doivent être conclus et payés doivent être honorés. Bon, vous ne le direz pas, mais on s'est mis dans la panade tout seul comme des grands, c'est ça. Mais la question, si vous voulez, des sanctions, c'est qu'on peut se poser. Je pense que ça n'avait pas rapport. Des sanctions ont été adoptées, je veux dire, par l'Union européenne, par les États-Unis. Et il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que... ou à quoi servent ces sanctions. Bon, ces sanctions ont été adoptées à plusieurs moments, notamment lorsque au moment de l'annexion de la Crimée, et puis ensuite en juillet, et ensuite en septembre. Ce sont des sanctions qui, au-delà des ventes d'armement, contrats à venir, pas les contrats passés, concernent notamment le secteur économique. Alors, est-ce que des sanctions de ce type ont des effets à court terme ? On peut en douter. Quand vous regardez toutes les sanctions qui ont été adoptées depuis 20 ans dans le monde, surtout à l'égard d'un pays aussi important que la Russie, les sanctions à court terme, penser qu'un pays va revenir sur ce qu'il a fait, c'est peu probable. Les sanctions ont des effets à long terme.
Ceci, on l'a vu assez souvent. Au bout de quelques années, les sanctions économiques ont des effets. Donc la question est de savoir en quoi est-ce que les sanctions qui ont été adoptées maintenant, je ne parle pas de l'affaire du navire, ont, sur la situation en Ukraine ou sur la position de la Russie, un effet. Et ces sanctions ont été adoptées comme un signal, je pense, à Poutine et aux Russes, en leur disant, écoutez, ne dérapez pas, faites attention. Voilà. Ronnie Broman, est-ce que les dictateurs entendent ce genre de message ? Oui, bien sûr, ils l'entendent, mais pas nécessairement avec l'esprit que l'on souhaiterait. Ils peuvent l'entendre comme une occasion de montrer précisément leur détermination, de bomber le torse, de se cabrer et d'aller plus loin que ce qu'ils auraient initialement décidé. Moi, je suis, comme tout le monde ici, très sceptique sur, disons, la diplomatie de la sanction. Il me semble que ce sont des déclarations qui satisfont à court terme, qui peuvent avoir un air moral, mais ce qui est moral en politique, c'est ce qui réussit. Et ce que l'on attend comme réussite, c'est un apaisement, c'est un règlement politique de la crise ukrainienne, et certainement pas une montée des tensions pour arriver à déterminer qui va être le plus fort. Je rappelle par ailleurs que ce ne sont pas les armes qui font la guerre, ce sont les hommes, ce sont les gouvernements. Donc ce ne sont pas deux facilités supplémentaires qui vont entraîner la guerre, ce sont les décisions qui seront prises. Et il me semble que décider d'un accord lorsque c'est Medvedev qui est au pouvoir, parce que ce serait décider d'un contrat, lorsque c'est Medvedev qui est au pouvoir, parce que c'est Medvedev, si c'est ça la raison, alors elle me paraît très légère, parce que Medvedev n'était pas appelé à rester éternellement au pouvoir. Et par ailleurs, les Mistral sont des armes. Donc si l'on attend que l'on fasse autre chose avec des armes qu'un dispositif guerrier, alors ça veut dire qu'on n'a pas compris de quoi il retournait. Il y a une autre solution, on va l'évoquer après la pause, qui est de faire appel à l'OTAN. Ça revient souvent. Avant ça, juste un mot, Jean-Luc. Est-ce que les Français préfèrent qu'on soit dur avec Poutine ou plutôt conciliant, compréhensif ? Encore une fois, on est juste au moment de la balance. Hein. Il est trop tôt. Il y a des moments comme ça où l'opinion, elle cherche. Ça s'est pas cristallisé. Mais enfin, quand même, pour quelqu'un comme François Hollande, comment les Français pourraient comprendre qu'au moment où Obama nous dit, dans un G20 polaire, nous dit c'est terrible, ça met en danger la paix du monde, où le ton monte, où la chancelière allemande dit il faut prendre des sanctions et augmenter les sanctions. Comment on pourrait comprendre que nous, on arrive avec notre ruban, qu'on mette du ruban autour du bateau, puis qu'on aille le donner à M. Poutine. Mais peut-être en montrant qu'on a une politique extérieure. Encore une fois, une politique extérieure qui donc dirait à M. Poutine, nous ne vous en voulons pas d'avoir annexé la Crimée, nous n'avons absolument rien contre le fait que vous ayez décidé, si possible, de prendre une partie au moins de l'Ukraine. Donc c'est une question politique, en effet. Et moi, effectivement, je ne suis pas pour la politique qui accepte l'idée que Poutine peut annexer ce qu'il a envie d'annexer dans l'ancien glacis soviétique. Je pense que ces peuples ont assez souffert des régimes communistes pour ne pas aujourd'hui que la lâcheté de l'Europe, une fois de plus du monde libre, leur dise à M. Poutine qu'il peut faire ce qu'il veut au nom de sa slavophilie ou de son eurasisme. Donc je dis qu'il y a un moment donné, c'est bien de résister à ça. Et qu'aujourd'hui, avoir deux politiques différentes, dire attention, on vous interdit de faire ce que vous faites, mais on va vous donner une arme. Bon, dernier élément, si vous me le permettez, la France, j'entends les contrats honorés, mais la France, c'est pas une entreprise. Un État, c'est pas une entreprise. La France, c'est pas Darty. On n'est pas obligé de signer un contrat en disant et puis le 24 on est là, sinon vous êtes remboursé. La France est un pays qui a le droit. D'ailleurs, c'est arrivé. Quand le général de Gaulle, en 1969, décide de ne pas livrer à Israël les vedettes de Cherbourg, après la guerre du séjour, pas pendant la guerre, après la guerre du séjour, il prend un acte d'indépendance nationale parce qu'il ne pense pas que la France, c'est une entreprise. On va rester, Jean-Luc, sur la question qui nous occupe ce soir. On va revenir après la pause sur le débat, sur la question de comment est-ce qu'on fait évoluer cette situation. Vous êtes président ce soir et autour de cette table, il y a des conseillers qui sont là pour vous aider à trancher une question qui paraît simple. Faut-il ou non livrer les Mistral à la Russie? On en parle depuis tout le week-end et ce soir, dans quelques minutes, vous aurez vraiment tous les éléments pour vous faire votre propre opinion, mais de manière très argumentée.
Pour faire bouger Poutine, est-ce qu'on peut compter sur l'OTAN? Non. Pourquoi? Parce qu'il est pas sensible, il n'est pas sensible à l'action de l'OTAN. Il sait très bien que l'OTAN jamais n'agira militairement contre la Russie. D'accord. Bon, terminé. On passe à l'épisode suivant alors. Non, je pense, si vous voulez, que sur l'OTAN, il faut faire. Je veux dire deux choses. La première, c'est que ce n'est pas parce que on l'a dit tout à l'heure que ces Mistral ne devaient pas être, en tous les cas, mêlés à l'affaire des sanctions. Mais l'idée de prendre des sanctions économiques est, je pense, une bonne idée. Maintenant, en ce qui concerne l'OTAN, il faut faire très attention et revenir à ce qu'est l'Ukraine, n'est-ce pas? L'Ukraine est un pays qui a connu dans l'histoire des influences qui sont des influences à la fois européennes et des influences russes. L'Ukraine est un pays qui connaît les deux influences. Les marches de l'Empire. Et faire l'idée que l'Ukraine puisse choisir est en soi une mauvaise idée, je veux dire. Est en soi une mauvaise idée. L'Ukraine doit s'entendre avec les deux et il faut un partenariat des deux sur l'Ukraine, parce que c'est la géographie qui commande et c'est l'histoire de l'Ukraine qui commande. Et donc introduire l'OTAN, par ailleurs, dans une affaire comme ça, c'est plus qu'un chiffon rouge, n'est-ce pas? C'est véritablement créer une escalade supplémentaire. Donc je pense que ce serait une mauvaise idée. En revanche, les sanctions économiques, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors l'Ukraine, il ne faut même pas perdre de vue que la crise a commencé à prendre de l'ampleur à partir du moment où on a découvert que l'Union européenne cherchait à attirer l'Ukraine dans un accord d'association, ce qui rentrait en conflit direct avec un autre projet qui était l'Union eurasiatique et qui avait pour effet de diviser, enfin d'inciter, comme le disait monsieur de la Sablière, à diviser l'Ukraine. Donc il y a une sorte, disons, d'agression diplomatique qui a été commise par l'Union européenne en toute discrétion, agression dont on a finalement appris l'existence au moment où elle a provoqué ces réactions. Je rappelle que le président Yanukovych faisait l'objet de toutes les grâces en Europe occidentale, qu'on n'avait rien à lui reprocher, jusqu'à ce moment-là. Et il était tout à fait attiré dans le camp occidental. Donc on a, de façon très amateur, de façon très distraite, commencé à engager un bras de fer avec les Russes, en sachant, ou en tout cas les gens qui l'ont fait auraient dû le savoir, ou alors c'est qu'ils ne connaissent pas leur métier, en devant être conscients que cela entraînerait inévitablement une crise. Alors quand en plus, de façon presque, oblique, on annonce que l'Ukraine pourrait aussi adhérer à l'OTAN, alors là c'est vraiment une déclaration d'hostilité ouverte à la Russie. Vous écoutez tous quand même depuis 10 minutes, on a accumulé les erreurs et les bévues en 3 mois de manière quand même assez magistrale. Aucune vision La stratégique. Situation aujourd'hui en Ukraine, c'est la guerre. Il y a 4000 morts déjà, on est aux portes de l'Europe, 4000 morts à déplorer dans ce conflit. Le pays est quasiment divisé en deux. Il y a des renforts qui arrivent. Regardez ces images, des blindés de fabrication russe. Est-ce qu'à l'intérieur, le petit soldat qui conduit est russe? Pour l'instant, personne n'est capable de l'affirmer, puisqu'il n'y a pas de sigle, il n'y a pas de drapeau sur ces chars. Mais ils vont tous à Donetsk pour renforcer les effectifs. On est à peu près sûr, on va éviter d'en débattre parce que ce serait sans fin, il y a des observations satellites, que les Russes participent directement au conflit. Est-ce que c'est avec 4000 hommes ou 1000 hommes? Le débat, au fond, ne change pas grand-chose, si ce n'est militairement. Mais sur le fond, Poutine nous dit qu'il n'est pas présent, alors que ce n'est pas vrai. Il est bel et bien présent. Et tout ça fait dire à la France une chose simple. Les conditions pour livrer les Mistral ne sont pas réunies, puisqu'il y a toujours la guerre. Ça a été rappelé par le Premier ministre. Le Mistral, les Mistral, vous connaissez la position française. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour leur livraison à la Russie. Comment on sort de ce bourbier ukrainien? Vous avez dit, il ne faut pas demander aux Ukrainiens de choisir, c'est trop tard, on leur a déjà demandé. Donc il faut passer à la phase d'après. Regardez cette carte. Les Russes appellent déjà toute la partie Est, dans les médias, mais même le langage officiel du Kremlin, Novorossie, à la nouvelle Russie, sur toute cette partie-là, comme si c'était déjà un état de fait. Est-ce qu'il faut soutenir Poroshenko, y compris militairement, pour l'aider à récupérer tout son territoire?
D'abord, quels sont les objectifs des Russes? Et je pense que nous ne les connaissons pas. Et en tous les cas, ils ne s'expriment pas sur ce point. Ils se comportent très mal. Et c'est pour ça que je disais que les sanctions, non pas pour sanctionner, mais pour éviter, pour donner des signaux. C'est-à-dire qu'il y a des limites à ce qui doit être fait. Alors, quels sont ces objectifs? Quand vous regardez actuellement la situation, est-ce que l'objectif, c'est simplement, c'est d'abord l'aéroport de Donetsk, ça veut dire d'essayer de consolider ce qu'il a, ou est-ce que ça va plus loin? Ça veut dire, est-ce qu'il va chercher à rejoindre la Crimée? Ça veut dire qu'on est une bande de terre qui arrive jusqu'en Crimée. Et Laurie, vous pouvez nous remontrer la carte où est-ce que ça sur les différentes villes dont on parle, notamment avec la prise de la ville du port de Mariupol, ou bien est-ce que c'est encore plus grave? Est-ce que ce serait d'aller plus loin dans cette Novorussia dont on comprend qu'elle pourrait comprendre même Odessa? Donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement sérieuses, et c'est pour ça qu'il est important, je crois, que des signaux soient envoyés et que les sanctions sont importantes. Mais est-ce qu'il faut envoyer des armes à Porochenko, par exemple? Porochenko, ce nouveau président ukrainien, est-ce qu'il est fiable? Il y a eu d'autres présidents avant lui, hein. Ils ne sont pas révélés toujours parfaitement solides à la longue. Est-ce qu'il faut aider Porochenko, lui, et prendre parti? Militairement, je ne pense pas. Le démocrate, c'est lui. Oui. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui veut l'Europe. Je dis que l'Europe a fait tellement d'erreurs, y compris géostratégiques, vis-à-vis du problème ukrainien, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Et je partage l'avis de M. de la Sablière. Ce qui peut avoir une influence sur Poutine et son régime, ce sont les sanctions économiques. L'euro, non, mais il y a des choses. C'est la guerre. Ronnie Broman, de manière éthiquement, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre parti pour les démocrates face aux dictateurs? Porochenko vient de déclarer qu'il ne payait plus aucun salaire, qu'il interrompait toutes les relations financières avec la zone sous contrôle rebelle. Moi, je ne crois pas que Porochenko soit le parangon de la démocratie que l'on présente là. Donc il ne s'agit pas ici que l'Europe commence à distribuer les bons et mauvais points, que l'Europe dise qui est digne de son aide, qui la refuse. Je pense qu'il faut avoir une approche, je pense que la véritable éthique consiste à avoir une approche politiquement responsable, c'est-à-dire qui va vers l'apaisement. Et pour aller vers l'apaisement, il faut tenir compte, d'une part, de la position géographique, disons la position géopolitique de l'Ukraine, qui se situe entre l'Est et l'Ouest, entre la Russie et l'Europe, et donner des garanties, d'une certaine manière, de finlandisation, de neutralisation de l'Europe. Donc, entrer aux côtés de Porochenko, c'est au contraire entrer dans une sorte d'engrenage d'alliance. En fait, on commémore le 100e anniversaire, là. Okay, on sait ce que sont les engrenages d'alliance. Bien compris. Dans la dernière période, on a essayé d'apaiser quand même. Hein. On a laissé M. Poutine faire son shopping et prendre la Crimée sans rien dire par apaisement. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous disiez, quels sont les objectifs de Poutine? Et les objectifs de Poutine, c'est justement qu'il n'en a pas de précis, c'est d'aller aussi loin qu'il peut. D'accord. Jean-Luc, on va rentrer dans la dernière partie de cette émission. Vous allez décider s'il faut ou non livrer ces Mistral, puisque c'est vous ce soir qui êtes président. Il y a deux possibilités. On livre ou on ne livre pas. Si on livre, qu'est-ce qui se passe? Monsieur de la Sablière, diplomatie. D'abord, si on livre, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire pourquoi. Je pense qu'il faut les livrer parce que c'est, conforme à nos intérêts. Et il faut savoir que dans le domaine de l'armement, l'arrêt de contrat, la suspension ou la non-livraison, je vais dire, des armes, c'est quelque chose qui peut affecter beaucoup d'autres contrats ou, de tous les cas, de futurs contrats. Puis il y a des pénalités quand même. Ça, c'est quelque chose d'abord d'important pour notre propre industrie d'armement. L'engagement. C'est la parole de la France. La parole de la France. D'accord. Deuxièmement, il y a des conséquences qui sont des conséquences financières, comme on l'a dit. Ensuite, il y a le 2 milliards, c'est ça? C'est 1,2 milliard. Plus les pénalités. Plus les pénalités. Et on a 2 bateaux sur les bras. Exactement. Deuxièmement, il y a un contrat donc, qui a été signé, donc le droit est de notre côté. Troisièmement, on comprend mal, si vous voulez, l'utilisation sur le plan diplomatique de cette affaire, parce que les chances que ça se passe mal en Ukraine, ça veut dire qu'on n'aille pas vers un apaisement, sont au moins aussi importantes, sinon plus, que celles qui vont vers l'apaisement. Et donc on se met dans une situation, a priori, qui est de pouvoir
gagner un pari qui est peut-être très difficilement à gagner. Donc je pense qu'il faut livrer parce que demain va être pire, d'accord. Non, il faut livrer parce que le droit et nos intérêts sont dans ce sens. D'accord. Oui, militairement parlant, moi je trouve qu'il faut le livrer parce que notre industrie en général périclite. La seule qui ne périclite pas pour l'instant, c'est l'industrie d'armement où nous sommes quand même à très bon niveau. Je ne vois pas pourquoi on se tirerait une balle dans le pied alors que simultanément nos amis britanniques et allemands continuent à livrer les engagements d'armement qu'ils ont pris avec la Russie. Les autres le font. Ronnie Broman. Moi je pense qu'il faut livrer aussi parce que la politique extérieure de la France ne peut pas être arrimée simplement à un carteron d'eurocrates qui ont décidé un beau jour qu'il fallait que l'Ukraine entre, par exemple, dans un accord d'association. Ils ont montré leur incompétence et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de renouer avec une position de la France dont les relations historiques avec la Russie sont bien connues, sont profondes, sont solides et qui peut jouer un rôle d'apaisement réellement positif pour tout le monde. Ce que nous voulons, c'est éviter la guerre, obtenir un règlement démocratique en Ukraine. C'est cela qui doit être l'obsession des responsables européens. Il me semble que la France est bien placée pour prendre cela, à condition de se débarrasser de cette espèce de fardeau qui a été la décision de suspendre ces livraisons. Mais j'irai même plus loin. Je pense que, d'une manière générale, les sanctions économiques ne font que cabrer un régime qui a déjà... Donc il faut parler, il ne faut pas sanctionner, en gros. C'est ça, il faut parler, il ne faut pas sanctionner. D'ailleurs, il y a d'autres circonstances dans lesquelles on voit des armées envahir un pays, attaquer sa population, et qui ne sont pas sanctionnées pour autant. Donc quel serait ce double régime ou ce triple régime qu'on voudrait instaurer ici? La recommandation du conseiller politique, il faut livrer ou pas? Non, je crois qu'il ne faut pas livrer maintenant. En tout cas, on serait ridicule d'un côté de faire pression et de l'autre côté de donner le sentiment de céder. Et il y a un moment donné, Poutine se conduit comme un voyou sur le plan international. Et en France, on le voit bien, par exemple, quand des voyous sont devant le tribunal parce qu'ils vont faire un hold-up, on ne dit pas oui, il faut honorer le contrat et leur livrer la voiture qui leur permet de le faire. D'accord, on a bien compris. 3 pour, 1 contre, en tout cas dans l'immédiat, puisque c'est ce soir qui nous intéresse. Maintenant, c'est à vous de voter. Vous avez le site itélé.fr, vous avez le hashtag vous président, c'est vous qui allez prendre cette décision, sauf que vous avez désormais toutes les cartes en main, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un peu plus d'une demi-heure, et vous avez bien fait de rester avec nous ce soir pour cette première émission. La recommandation donc de la cellule de crise de iTélé, c'est de livrer. En tout cas, maintenant, c'est à vous de vous faire une opinion. Rendez-vous la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine et dimanche prochain, eh bien, vous serez toujours président. Profitez, ce n'est pas le cas pour tout le monde.